Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Alors, Plaisir. c'est assez curieux ce qui s'est passé hier sur les marchés. On a vu le CAC 40, enfin en tout cas les marchés ont semblé rassurés par le discours de François Fillon en conférence de presse, avec le marché qui s'est mis à monter. Le fait qu'il maintienne sa candidature, résultat, le CAC 40 a tutoyé presque les 5000 points au plus haut depuis novembre, je crois novembre 2015. Est-ce que c'est une curieuse réaction des marchés ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir avec Fillon et c'était en fait le discours de Trump qui était plutôt bien accueilli par les investisseurs? C'est vrai qu'on aime bien croire qu'on est au centre du monde. Ce qui est vrai, ça dépend comment on place la map monde. mais ça n'a rien à voir. Effectivement, hier, les marchés ont été rassurés par le discours de Trump de la veille devant le Congrès où effectivement, il n'a pas fait trop peur sur le protectionnisme. On va y revenir. On va y revenir. Mais ça n'a rien à voir avec François Fillon. Je dirais même, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt inquiétant. Ben oui, c'est pour ça on voit que sur d'ailleurs le spread de taux avec l'Allemagne a eu plutôt tendance à se tendre un petit peu hier. C'est-à-dire on a une prime de risque qui commence à augmenter. Donc, qui augmente déjà, qui a déjà augmenté. La crainte, malheureusement, c'est que justement le scénario du second tour Le Pen-Fillon, où là, évidemment, Fillon avait une grande chance de gagner, il s'évapore un petit peu. Et donc, on a un autre scénario qui serait plutôt Le Pen-Macron. Mais là, on ne sait pas. Là, c'est quand même plus indécis. Parce que déjà, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour ceux qui vont voter Macron ou pas, ceux qui vont voter Macron ou autre. On ne sait pas trop. Ça va évidemment dépendre du programme, on va en parler, des reports de voix. Donc moi je dis au contraire, il y a quand même une vraie inquiétude. Et puis surtout, pour l'instant ça ne se voit pas sur le CAC 40, quoique ce matin ça baissait un petit peu, mais le vrai enjeu c'est qu'on se dit, quand même, on se moquait des Italiens sur l'instabilité politique, c'est pire en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend bien compte qu'il n'y a pas de visibilité politique, et c'est un peu le capharnaüm, ça ne fait pas sérieux pour l'image qu'on véhicule à l'international. Mais justement, est-ce que c'est vrai que les investisseurs, notamment étrangers, se sont un petit peu détournés de l'indice parisien, la place française, avec cette hypothèque Marine Le Pen et ce risque politique, économique, si le Front National arrivait au pouvoir? De toute façon, on le voit dans les faits. C'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça dure. Et moi, j'ai sondé pas mal de grands fonds d'investissement, notamment américains. Et c'est vrai que quand ils prennent la décision d'investir en bourse, la France arrive en dernier. Parce que justement, on a cette crainte, on va dire, sociétale, finalement, depuis déjà pas mal d'années, et de manque de réforme de la France. Sauf que là, il y a potentiellement l'arrivée d'un parti populiste. Alors là, c'est encore pire, parce que là, bien entendu, on a de notre côté, effectivement, un parti populiste qui nous dirait, c'est surtout, le grand danger, c'est quoi? Surtout la fermeture des frontières, qui est inévitable, la fin de la zone euro, donc on rentre dans une phase d'instabilité énorme. Donc, bien entendu, ça fait un petit peu peur. Et puis, il faut regarder, si on peut, les médias américains, où on a vraiment l'image d'une France entre les émeutes dans les cités, je dirais Marine Le Pen, etc. Ils voient ça de loin aussi, les Américains. Non, mais justement, ils simplifient. Donc l'image qu'on véhicule, malheureusement, est extrêmement négative. Donc heureusement que nos grands groupes français, je dirais, ils sont plus ici. C'est-à-dire, évidemment, ils vendent et produisent à l'étranger. 80% des chiffres d'affaires des groupes du CAC 40 sont réalisés à l'étranger. Exactement, des bénéfices aussi. Tout à fait. Mais attention quand même, parce qu'il y a quand même, il n'y a pas que des grands groupes, il y a aussi des PME et autres. On a besoin des flux d'investissement qui investissent donc, justement en France. Donc tout ça, pour notre image, c'est quand même pas très bon. Et je pense qu'on a besoin de visibilité aujourd'hui. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on a. Et puis surtout, il y a un vrai problème, clairement, sociétal. Il faut être honnête aujourd'hui, on a quand même une majorité de Français qui votent pour des partis extrémistes, donc qui prônent la fin de la zone euro notamment, donc qui sont un peu europhobes. Donc c'est une vraie interrogation. Si demain on fait un référendum comme l'ont fait les Anglais et qu'on le fait en France, je ne suis pas sûr que le Frexit ne l'emporterait pas. Bon, certains experts disent que si on avait une alternance classique, gauche-droite, sous-entendu, enfin si Marine Le Pen ne passait pas, pour dire les choses et mettre le pied dans le plat, le CAC 40 pourrait prendre 5 ou 10% d'un coup dès le lendemain des élections. Est-ce que c'est crédible ça? Oui, c'est possible. Je dirais que ce qu'il faut bien comprendre néanmoins, c'est que avant d'arriver au mois d'avril, il y a déjà le 15 mars, donc c'est la semaine prochaine, enfin dans quelques jours, où effectivement on va avoir donc les élections aux Pays-Bas, où là le parti d'extrême droite a de grandes chances de gagner. Après, est-ce qu'il pourra former un gouvernement ou pas? Ça, je ne pense pas, mais on verra quand même. Donc il y a quand même des craintes. Les Pays-Bas, c'est pas la France non plus. Il y a quand même des craintes. Mais le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est, je dirais, au niveau du Dow Jones, qui est le marché directeur sur les marchés boursiers. Et aujourd'hui, le Dow Jones qui flambe comme ça. 21 000 points. Voilà, 21 000 points. C'est un petit peu anormal au regard du niveau de la croissance économique. Parce que je vous rappelle que quand même la bourse doit refléter une réalité économique. Donc comment voit-on qu'il y a une bulle? C'est quand effectivement les marchés boursiers... Vous m'emmenez où là? Vous m'emmenez où? Non, justement, j'arrive à la France. Les marchés boursiers vont trop loin par rapport à la réalité économique, évidemment aux États-Unis. Donc si a fortiori les États-Unis
baisse, hein, c'est-à-dire le Dow Jones baisse un petit peu, chez nous aussi, on va évidemment reculer. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faut rester extrêmement prudent sur l'évolution des marchés boursiers. Donc si effectivement, le lendemain des élections, on en parlera, on a une victoire, je dirais, de Macron ou de Fillon, ça calmera le jeu, ça c'est sûr, par rapport à une victoire de Le Pen. Mais le CAC 40 ne flambera pas pour autant. Mais je pense qu'il y aura une réaction épidermique, mais derrière, il y a une réalité économique, ça va dépendre de ce qu'on va faire. Qui reprendra ses droits. Et au niveau mondial également, on a quand même pas mal de risques qui sont là. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a quand même la probabilité que les marchés boursiers baissent au niveau mondial est plus importante que la probabilité d'une hausse. Bon, les investisseurs qui ont quand même l'habitude de changer d'avis assez rapidement, on l'a vu entre l'avant et l'après-Trump, mais là en quelques jours, et là on change de sujet, on parle de la hausse des taux aux États-Unis. Il y avait seulement, encore il y a quelques jours, une semaine, moins de 30% des investisseurs qui voyaient une hausse de taux le 14 et le 15 mars prochain lors de la réunion de la Fed. Et là, ça y est, en quelques jours, on est passé à 80%. Donc on sait que les investisseurs n'ont pas peur de retourner leur veste, donc c'est fait, c'est quasiment acté maintenant. Oui, je pense qu'il faut regarder aussi, il y a eu des chiffres qui ont été publiés, notamment encore cette semaine, l'enquête de confiance du Conference Board, des ménages américains, un plus haut depuis juillet 2001. C'est-à-dire, c'est incroyable, nous on a tous peur de Trump, mais les Américains ils n'ont pas du tout peur de Trump, au contraire ils le plébiscitent. Parce que si effectivement les ménages, là on ne parle pas des entreprises, les ménages sont confiants, ça veut dire que globalement ils n'ont pas cette crainte. Parallèlement, on a les indicateurs des directeurs d'achat, dans l'industrie, dans les services, qui se comportent également très très bien. Donc on voit que la croissance américaine pourrait atteindre 3%. On a une petite parle plus de inflation. 4%, le secrétaire au Trésor, là, Steve Mnuchin, il parle plus de 4, il a parlé de 3. Ouais, je pense que 4 c'est un peu beaucoup. Il est revenu sur terre. Non mais 3 c'est déjà énorme. Enfin, quand nous on est à 1, n'oublions pas. Eux ils ont fait, les Américains, 1,6 non, l'an dernier. Oui, ils ont fait 1,6, juste au plus bas depuis... depuis je dirais la crise de 2007. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on a néanmoins une dynamique américaine qui est là. Donc on peut faire 3% cette année, mais ça sera toujours largement supérieur à ce qui se passe évidemment en Europe et notamment en France. Donc c'est pourquoi, évidemment, 3% de croissance, 2% d'inflation, et on a des taux à 0,75, la Fed va les monter. Je ne pense pas que ça va flamber, mais moi je tape sur un taux à 1,25 d'ici 6 mois, ça veut dire 2 hausses des taux encore, pour accompagner effectivement Donc c'est graduel, c'est tout doux, c'est tout gentil. Par contre, le dollar va s'apprécier, ça fera également baisser effectivement l'euro un petit peu. On a vu là, Donald Trump lors de son discours devant le Congrès. Il n'a pas été très très précis sur son programme, sur son financement, sur ses mesures. Ça complique la donne pour la Fed, pour le coup. Et c'est vrai que ça manque de précision. On reste un peu sur sa faim quand on a écouté. On a vu que l'homme avait effectivement été plus fédérateur, plus pragmatique et avec moins de phrases, pas de phrases assassines envers des médias ou autre chose. Mais pour le coup, sur son programme, la précision, les mesures, le financement, c'est vrai, pas grand-chose. Ce qui est important, c'est qu'il a surtout misé sur la baisse des impôts, sur les ménages et sur les entreprises. Mais non, il n'a rien dit de neuf. C'est vrai, mais en tout cas, globalement, il applique son programme. Son programme, on le connaît depuis, il a été élu sur ça. Simplement, il y avait une partie qui faisait peur, qui était le mouvement protectionniste, et là, il l'a mis un peu de côté. Donc, ce qui fait peur au marché, c'est le protectionnisme. Parce que si effectivement on a un mouvement protectionniste mondial, ça veut dire qu'on va avoir un effondrement du commerce mondial, et je vous rappelle que pour avoir une croissance mondiale d'environ 3%, il faut une hausse du commerce mondial en valeur de l'ordre de 10%. Donc si demain le commerce mondial s'effondre parce qu'il y a un mouvement protectionniste mondial, on n'aura pas 3% de croissance mondiale. Donc là, évidemment, ça fera peur sur les dividendes à venir et donc sur les marchés boursiers. Donc quand il calme le jeu sur effectivement le protectionnisme, ça rassure, je dirais, les investisseurs, ça rassure le monde finalement. Et donc je pense qu'il a raison de tabler sur cette baisse des impôts sur les entreprises et les ménages. Ce serait bien qu'on le fasse effectivement en France. C'est simplement, on baisse l'IS de 35 à 15% par exemple, d'impôt sur la société. C'est très simple, ça donne envie. On a envie effectivement d'investir. Il faut voir comment tout ça est après financé. Alors après, voilà, il fait un pari, c'est vrai, justement, que ce financement viendra de la croissance. Donc s'il réussit son pari que la croissance revient à 3%, ça passera. Sinon, évidemment, là, on aura le mouvement protectionniste. Et là, ça fera très mal en 2018. Bon, un mot sinon de l'inflation, pas aux États-Unis, mais en zone euro. On a les chiffres qui viennent tout juste de tomber. On est à 2% en zone euro. L'inflation allemande sur le mois de février est passée au-delà de 2%, 2,2%. Est-ce que c'est gênant ou pas pour la BCE, sachant que l'inflation dans les services, en Allemagne notamment, est à 1,3 et que de ce côté-là, il y a moins de 1% en zone euro. Il n'y a pas d'inquiétude. Est-ce qu'elle va devoir infléchir? Il y a une réunion qui est prévue la semaine prochaine. Est-ce que dans sa communication, tout du moins, il y aura une inflexion? Je pense que globalement, aujourd'hui, on a un mouvement d'inflation et c'est tant mieux. L'inflation n'a jamais tué personne. C'est bien pire la déflation. Donc là, on va aller vers. C'est pas de la bonne inflation, pardon, dans certains pays. Oui, c'est vrai. Quand les salaires ne suivent pas, c'est pas de la bonne inflation. Ce qu'il faut voir surtout, c'est que hors énergie, on reste sur une inflation très limitée, autour des 1%. Donc il n'y a pas de dérapage inflationniste. Donc il faut également rassurer. Par contre, c'est vrai qu'on a une inflation notamment liée aux matières premières, mais là aussi, ça se calme un petit peu. Donc il n'y a pas de risque de dérapage inflationniste. Donc je pense que la BCE, elle n'a pas le choix. Elle doit maintenir effectivement sa planche à billets. Bon, elle ne peut plus faire grand-chose sur les taux, on est déjà à 0. Donc il n'y aura
pas à court terme d'infléchissement. Par contre, c'est vrai qu'elle ne pourra pas agir de façon supplémentaire si demain il y avait un risque politique en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Là, elle n'a plus de marge de manœuvre. Ça, c'est effectivement le vrai problème. C'est plus sur l'avenir. Mais bon, je pense que Mario Draghi a fait son boulot, tant mieux. Par contre, c'est pas un magicien, donc il ne pourra pas restaurer une croissance de la zone euro au-delà des 2%. Et je pense que cette année, ça sera malheureusement un peu moins bon que l'année dernière. C'est-à-dire on va faire à peu près 1,5, 1,6% de croissance dans la zone euro. Donc on n'est toujours pas à 2%, il ne faut pas l'oublier. Et donc la fin du rachat d'actifs massifs de la BCE, qui est prévu pour fin 2017. Oh, on ça en va sortira dépendre. en 2018 ou est-ce que c'est encore sujet à... Moi, je pense que ça va dépendre du bouger. contexte politique et géopolitique de l'époque. Donc, il ajustera. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il en parlera. Il reste sur le timing. Mais la BCE a toujours été claire. Si jamais on a un besoin en termes de croissance, elle continuera d'agir. Mais en même temps, Par contre, vous me dites à l'instant qu'elle n'a plus de marge de manœuvre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Aller au-delà, en tout cas, par contre, aller au-delà de 80 milliards, donc de planches à billets par mois. Voilà. Qui va passer à 60, là, à mon avis, ça ne sert à rien. On voit bien d'aller plus loin, ça ne fait pas grand-chose. Ça alimente une bulle, notamment sur les marchés obligataires. Donc voilà, tout ça parce qu'on a une croissance structurelle dans la zone euro qui est autour des 0,8%. Donc faire beaucoup plus que 1, c'est difficile. Sauf si, évidemment, on a des pays, alors pour l'instant, il n'y a que l'Allemagne qui l'a fait, mais sauf si on a des pays comme la France qui font des réformes structurelles. Mais pour l'instant, on en est toujours très très loin. Justement. Bon, avant les réformes, il y a les programmes, notamment les programmes de réforme, et il y a celui d'Emmanuel Macron, qui est, il est fort, qui est dévoilé en ce moment, même si on sait beaucoup de choses. En tout cas, il est présenté dans son intégralité en ce moment par Emmanuel Macron, notamment avec 10 grands thèmes. Quel est votre jugement global? On rentrera après dans le dur des mesures, le programme global. Qu'est-ce qui vous inspire en termes économiques, bien sûr? Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est très simple. C'est du Hollande bis. C'est-à-dire, il a d'ailleurs été ministre de Hollande, hein, c'est son poulain, on le sait très bien. Donc, ça n'ira pas beaucoup. Il n'y a pas de révolution dans ça? Non, c'est-à-dire, il a fait un bouquin, il est très fort parce qu'il manie la chèvre et le chou. C'est-à-dire, il fait un bouquin révolution, puis après il dit non, moi je veux pas une révolution, je veux juste faire des réformes. Il faut savoir ce qu'on veut. Non, la France, je l'ai déjà dit à multiples reprises, la France a besoin d'une thérapie de choc bienveillante. C'est pas une thérapie de choc ce qu'il propose Emmanuel Macron? Non, pas du tout. Encore une fois, c'est du Hollande bis, on va un petit peu plus loin. Bon, c'est vrai que sur les retraites, il va un petit peu plus loin. Non, il y a plus loin, il y a quand même pas mal la sécurité sociale, enfin l'assurance chômage, je veux dire, pour tous, quand on démissionne tous les 5 ans, on l'a vu tout à l'heure sur les la fiscalité de l'assurance vie, par exemple. On va encore ajouter de la complexité, simplifions. Là où par contre je suis d'accord... Prélèvement libératoire forfaitaire sur les gains en capitaux, les dividendes, les loyers, le foncier. Le problème il est simple, c'est très simple. Ça vous plaît pas ça? Non, je prélèvement libératoire forfaitaire à 30%, prélèvement sociaux inclus, c'est pas suffisant. Ça ne va pas assez, non, pour une raison simple, c'est que... C'est mieux que la situation actuelle. Là on aurait du mal à faire pire, hein, sauf si on a effectivement Le Pen, ou encore... Je veux dire, Le Pen, au moins, elle renverse la table, donc c'est autre chose, quoi. Je veux dire, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que, ça veut dire que je suis pour Le Pen, attention, mais, on a bien compris. On a bien compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on a aujourd'hui une situation de réforme, justement, mais pas de révolution. Hein. Je prends l'exemple de la fiscalité. On est une des plus élevées du monde. Il faut la baisser fortement. On ne nous en parle pas. C'est-à-dire qu'on baisse d'un côté, puis on augmente le taux de CSG. La CSG qui était un impôt temporaire créé en 91 par Michel Rocard. 1,7 points de CSG pour financer justement elle est où la modernité? L'assurance chômage pour tous. Il faut être sérieux. Qui a fait le programme de Macron, qui y a participé? Jean Pisani-Ferry, que j'aime beaucoup, mais qui a lui aussi participé au programme de François Hollande. Ce sont les mêmes, on prend les mêmes et on recommence, et on met un peu de peinture. Macron est plus jeune, évidemment, mais ça ne va pas plus loin. Donc je pense que les Français ne sont pas dupes. Et c'est là où il prend un grand risque. Parce qu'aujourd'hui, on veut justement, et moi je pense que les Français, ils veulent renverser la table. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est un candidat qui justement, en dehors de Le Pen, renverse la table positivement. On dit voilà, on va faire un grand soir fiscal. Pour l'instant, j'en vois pas. Malheureusement, j'en vois pas. Même François Fillon, malheureusement, il a quand même pas mal de difficultés. Et j'étais contre également sa hausse du taux de TVA. Je crois qu'il déjà dit ici. Parce que si on monte le taux de TVA, évidemment, on casse la croissance. Et donc, si on a une récession... Il faut bien financer aussi. Il faut financer avec la baisse des dépenses publiques. Mais encore une fois, sur Macron, il y en a aussi. Il y a quand même 60 milliards, 60 milliards d'euros d'économies. Oui, sur 5 ans. Sur 5 ans. Et attendez, vous avez remarqué, par rapport à la tendance... Mais tous, c'est par rapport à la tendance. Non, mais c'est ça le problème. Tous, c'est par rapport à la tendance. Il faut arrêter par rapport à la tendance. Oui, mais tout le monde fait ça. On vous dit, les dépenses publiques baissent par rapport à la tendance. Ça veut dire qu'elles augmentent quand même. Il faut arrêter. Mais elles augmentent moins. Non, depuis 1950, quand on a des statistiques, la dépense publique n'a jamais baissé. Or, aujourd'hui, on connaît les chiffres. Dépenses publiques, 57,1% du PIB. Comment fait-on pour financer ? Ça augmente moins vite quand même. Mais ça augmente quand même. Or, mais dans quel pays les dépenses publiques baissent dans l'absolu? Pardon. Non, dans l'absolu. Tous les grands pays. Pas dans l'absolu. Mais bien sûr, même la Grèce. Alors peut-être on était un peu trop loin d'ailleurs. Vous prenez effectivement l'Allemagne qui a en dehors de l'Allemagne. L'Espagne. Je peux vous donner tous les pays de la zone euro ont entamé une baisse de leurs dépenses publiques par rapport au PIB. Tous. Et c'est ce qui a tué la croissance. Alors ça dépend où. En Allemagne non, par exemple. Au Royaume-Uni non.
Aux États-Unis, non. Vous voyez, quoique Obama après les a augmentés, mais ça n'a pas marché. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de dépenses publiques. Il en faut, mais de la bonne dépense publique. C'est comme le cholestérol. Il y a la bonne et la moins bonne. Il y a 50 milliards d'euros chez Emmanuel Macron d'augmentation de l'investissement public, notamment dans la formation des chômeurs, des jeunes dans la transition écologique. Bon, c'est bien, mais Alors, moi je suis plus pour un financement aujourd'hui de l'investissement au sens large, des grands projets sur l'innovation, il y en a moins parlé là dernièrement. Après, ça se finance évidemment par... Mais il y a des mesures, pardon, je vous coupe, mais qui devraient vous plaire. Encore une fois, le prélèvement libératoire forfaitaire sur les gains en capitaux à 30%, l'impôt sur les sociétés pour les PME à 25%. Oui, enfin, encore une fois, ça aussi, il y a des conditions a priori. On attend le détail parce il reste quand même très très vague. Le vrai enjeu, il est de baisser parce qu'il veut, c'est quand même, on reste sur la CICE. Le vrai enjeu, c'est de baisser clairement l'IS. Alors, mais il le baisse à 25, à 20, à 20 effectivement. Oui, mais encore une fois, il y a des conditions, ça dépend pour qui. Donc le vrai enjeu, il est de simplifier. Moi, par exemple, et puis pour les ménages, la CSG, on l'augmente, alors que c'est l'impôt que tout le monde paye instantanément sur sa fiche de paye. Donc ça veut dire qu'on va avoir moins. Non, parce qu'on réduit, enfin, il réduit en tout cas les cotisations, maladie et famille. Pour donner plus de pouvoir d'achat, au détriment des retraités. Oui, voilà. Non, mais tout le monde paye la CSG. Et encore pas tous. Tout le monde paye la CSG, pas que les retraités. Il y a également, je veux dire, les chômeurs payent la CSG, les étudiants qui ont une bourse payent la CSG. On paye tous la CSG. Donc là, encore une fois, en termes de modernité, on peut être déçu. Quand on vous dit on va incarner la modernité, on monte la CSG qui est un impôt qui a été temporaire, créé en 91, et là, la modernité par Michel Rocard. On retourne en arrière. Donc non, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de faire d'un grand soir fiscal. Baisser fortement la fiscalité pour tous, l'entreprise et les ménages. Taxe d'habitation, il supprime la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Aussi, mais encore une fois... impôt considéré comme étant socialement injuste. Pourquoi 80% des ménages et lesquels, etc. Pourquoi pas plus simple? Mais encore une fois, il y a un problème de financement là aussi, parce que comment on les finance avec les 60 milliards de baisse tendancielle sur la tendance des dépenses publiques? C'est pas très clair, voyez. Donc moi, voilà, moi je suis quand même circonspect, je suis un petit peu, je dirais, en doute par rapport à l'ensemble de ce programme, qui moi me permet un petit peu, je parlais de camomille moi la semaine dernière, c'est un peu ça, donc c'est du Hollande bis qui dit pas son nom, mais donc on continue. Donc il y a pas... C'est un programme camomille, c'est ça? Camomille, un programme camomille, tout à fait, où c'est du Hollande bis, on ne renverse pas la table. Or aujourd'hui les Français, ils veulent renverser la table, parce que avec Macron c'est bien, finalement s'il est élu, on va continuer ce qu'on a, donc on va gagner du temps. Et puis finalement, comme rien n'aura changé dans 5 ans, il y a peut-être que là, Le Pen, elle pourra vraiment passer, si ce n'est dès 2017. Donc il faut faire attention aujourd'hui, je pense. Mais sur les retraites, pardon, je vous coupe, mais encore une fois, sur les retraites. J'ai coupé beaucoup de fois là. Oui, mais c'est normal, c'est la marque de fabrique. Il dit en gros, je mettrai fin aux régimes spéciaux avec. Ah oui. Là, je suis d'accord. Là, d'ailleurs, c'est une des mesures que j'ai proposées dans mes thérapies de choc. Là, effectivement, ça c'est. C'était la mesure que Nicolas Sarkozy voulait faire aussi en 2007, qui n'avait pas non plus. Bien sûr. Alors, par contre, le problème, c'est encore une fois sur le financement. Son cadrage macroéconomique sur la croissance, on n'a pas le chiffre, mais a priori, on est autour des 2%. Comment on y arrive? Là aussi, vous voyez, c'est-à-dire, c'était toutes les réformes des retraites, comme vous tapez sur... Est-ce qu'il y a une vraie réforme des retraites chez lui? Parce qu'il y a effectivement l'homogénéisation entre le privé et le public. Non, ça c'est une vraie réforme, effectivement. Et sur le reste, sur les retraites, les retraites, je dirais, clairement, sur des régimes spéciaux. Par contre, on ne parle pas de capitalisation. Voilà, donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, le système de répartition n'est pas financé. Donc, il faut l'aider. Enfin, la capitalisation, quand les marchés baissent pendant 10 ans, oui, non, mais enfin, on peut. Non, mais encore une fois, il faut être responsable. Le problème, quelqu'un me dit, regardez, on a des petites retraites aujourd'hui, etc. C'est vrai, mais au moins, il y a des retraites. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas quand on sera à la retraite, vous et moi. Vous avant moi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais à peine. Ça dépend, moi je vais travailler très tard. Il y a juste une décennie d'écart. Mais c'est vrai que globalement, on n'est pas sûr de pouvoir financer effectivement notre retraite. Donc là aussi, ça reste des réformettes. Donc, mais on sent bien que... Il n'y a pas d'allongement d'ailleurs de la... Voilà, ça aussi. Du départ, alors que finalement, on vit plus longtemps, donc on doit pouvoir là aussi travailler plus longtemps. Oui, voilà, on fait attention, les 35 heures, on y touche sans vraiment y toucher. Donc vous voyez, c'est des réformettes. Donc on est très loin d'une vraie révolution, comme d'ailleurs il avait promis, parce que justement il ne veut pas froisser. Et je pense que c'est l'erreur qu'on fait, parce que beaucoup de Français justement n'en peuvent plus de ce qui se passe à l'heure actuelle et veulent encore une fois renverser la table. Donc il nous faut un candidat qui lui aussi veut renverser la table pour éviter qu'on ait le scénario, je dirais, Front National. Je ne le vois pas, quoi. Il n'est pas là, oui, il n'est pas là. Alors peut-être qu'il va arriver, parce qu'il y a tellement de surprises dans cette campagne. Ou alors, on verra peut-être dans 5 ans, il faudrait qu'on y pense. Bon, d'ici là, vous serez invité, on en reparlera. Juste en premier tour, d'ailleurs, vous reviendrez pour analyser un petit peu la situation. Merci. Merci à vous. À vous, l'économiste Marc Toiti était donc votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci. Avec plaisir.